La belle époque. Sacrée période, c'était le bon temps. Octave Mirbeau avait même écrit dans un dialogue de son livre Sur la berge: Écoutez, on a beau crier à l'immoralité, à la décadence, au relâchement, à tout ce que l'on voudra, moi, je trouve que nous vivons dans une belle époque. L'histoire nous rendra justice un jour. Il n'y a pas à dire. Jamais la France n'a été aussi forte, aussi grande, aussi respectée. Mais au fait, c'est quoi la belle époque? Car ça veut à la fois tout et rien dire. Si vous ne vous y connaissez pas en histoire, vous allez sûrement me répondre. En revanche, si vous vous y intéressez un peu plus, certains vont peut-être me répondre: ah non, c'était pas du tout une bonne époque. On travaillait 60 heures par semaine à la mine pour une misère pendant que des bourgeois se gavaient de caviar. Alors, oui, mais pas que. C'est plus compliqué que ça. Donc aujourd'hui, je vous propose de revenir sur ce que l'on appelle la belle époque, pour en savoir plus à son sujet. C'était quand? C'était où? Pourquoi ça s'appelle comme ça? Et est-ce que c'était vraiment une si belle époque que ça? Ne perdons pas plus de temps, c'est parti. Bon, commençons par définir les termes. C'est quoi la belle époque? La belle époque désigne la période en France qui précède la Première Guerre mondiale. La date de début fait débat. Elle commencerait entre 1890 et 1900 et se termine en 1914. Mais alors, en quoi est-ce une belle époque? Eh bien, car c'est une période de paix. Car après la guerre de 1870, après la Commune de Paris, après la crise du boulangisme et après l'affaire Dreyfus, les Français peuvent enfin profiter de la vie maintenant que le calme est revenu. Pourtant, personne ne parlait de belle époque à ce moment-là. Car en effet, la belle époque est ce qu'on appelle un chrononyme rétrospectif. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un nom d'une époque qui a été donné après qu'elle se soit déroulée. C'est à partir de 1919 que l'idée d'une belle époque apparaît au sein de la population. Car après le traumatisme de la Grande Guerre, tout paraissait mieux avant 1914. Et car le 19e siècle paraissait comme un âge sombre. C'est donc à partir des années 1940 que le terme de belle époque commence à s'imposer auprès des historiens et dans l'historiographie. Mais à partir des années 1970, une réinterprétation apparaît, à savoir que ce serait plutôt une terrible époque. Ce désir de corriger la soi-disant beauté de la belle époque résulta à un autre cliché sur la période, à savoir que ce serait un âge sombre. Puis est venu le temps de la synthèse, à savoir qu'il s'agissait effectivement d'une belle époque, mais pas pour tout le monde. Bien, à présent, nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Comment se porte la France au début du XXe siècle? Au niveau international, plutôt bien. La France, malgré la perte de l'Alsace et de la Moselle en 1870, possède le deuxième plus grand empire colonial au monde, derrière l'Angleterre. Les gouvernements de la Troisième République ont étendu l'empire en Asie comme en Afrique. Laos, Annam, Maroc ou Madagascar, pour ne citer que. 11 millions de kilomètres carrés à civiliser et à exploiter. L'empire colonial français rapporte beaucoup d'argent, puisqu'il est le deuxième plus gros partenaire économique de la France, mais demande également beaucoup de dépenses pour le développement économique et le maintien de l'ordre. Ce qui fait que la France est la quatrième plus grande puissance économique mondiale, derrière les États-Unis, l'Allemagne et le Royaume-Uni, et possède la première agriculture d'Europe. Au niveau diplomatique, la France développe des alliances avec l'Empire russe à partir de 1892 et l'Angleterre en 1904 pour préparer la revanche contre l'Allemagne. Seulement, la France fait face à plusieurs problèmes qui l'empêchent de se développer. Pour commencer, son économie. La France est en retard par rapport aux autres pays européens. Par exemple, en 1911, 56% de la population vit encore à la campagne, contre 38% pour l'Allemagne. Et la majorité de la population active travaille dans l'agriculture. Mais le plus gros problème, c'est la démographie. La guerre de 1870 et l'amputation de l'Alsace-Moselle l'ont gravement touchée. La population stagne. En 1901, la France comptait 38,9 millions d'habitants. Et en 1911, 39,6 millions, dont 1 million d'étrangers. Cette stagnation participe à l'idée que la France est en déclin. En 1800, un Européen sur 4 était français. En 1900, ils étaient à peine 1 sur 10. Les élites politiques du pays parlent alors de dépopulation.
Et ce phénomène explique pourquoi, contrairement aux autres pays européens, les Français ont très peu émigré aux États-Unis. Ils n'étaient tout simplement pas assez nombreux et le gouvernement n'avait aucun intérêt à les y inciter. Comment la vie politique française s'articule-t-elle ? Le régime de la Troisième République est composé de l'Assemblée nationale, élue par le peuple, du Sénat, élu par l'Assemblée nationale, et qui, ensemble, élisent le président de la République pour une durée de 7 ans. Le président choisit son président du Conseil et forme son gouvernement. Il peut dissoudre l'Assemblée nationale et il a le pouvoir exécutif en plus de l'initiative des lois. Durant la Belle Époque, l'Assemblée nationale, comme les différents gouvernements, sont majoritairement issus des partis de gauche et du centre en vigueur, à savoir le Parti radical socialiste et l'Alliance démocratique. Le centre de la politique est le maintien du régime en place, car les monarchistes et la droite conservatrice sont encore présents à l'Assemblée, bien que minoritaires. Puis, à partir de 1906, la gauche arrive au pouvoir et met en place une politique plus laïque et socialiste. C'est par ailleurs en 1905 que les socialistes commencent à s'unir autour de nouveaux partis, la SFIO, avec comme principales idées la laïcisation de la France et l'amélioration des conditions de travail. La droite et l'extrême droite, quant à elles, regroupent principalement les monarchistes, bonapartistes et les nationalistes. Leurs idées sont marquées par l'idée de préparer la revanche contre l'Allemagne après la défaite de 1870, une admiration pour l'armée et une certaine haine des étrangers et des juifs, qui ont participé à diviser la société lors de l'affaire Dreyfus. Pour finir avec la politique, je ne vais pas lister tous les gouvernements qui se sont succédés. À la place, je vais vous présenter quelques mesures des plus importantes adoptées pendant cette période. La loi de 1901 sur les associations. Désormais, n'importe qui peut créer son association à condition d'avoir l'autorisation de l'État. En 1906, Georges Clemenceau, alors président du Conseil, crée le ministère du Travail pour se charger des questions ouvrières. Mais la plus importante et la plus connue reste la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État. L'État français ne reconnaît désormais plus aucune religion comme étant la sienne, mettant fin au Concordat de 1801 qui faisait de la France la fille aînée de l'Église catholique. L'économie française se porte plutôt bien. Après la guerre franco-prussienne, la croissance économique s'est ralentie, en partie à cause des lourdes indemnités de guerre, qui sont suivies par une dépression économique en 1873. Puis, à partir de 1896, la croissance revient. La production industrielle augmente, ce qui permet à la France de progressivement rattraper son retard économique. Mais le début du XXe siècle est aussi une période où de nouvelles technologies se développent et participent au développement économique et industriel. L'électricité, l'automobile, l'aviation, le tramway ou encore le métro. À présent, intéressons-nous à la population française. Le terme de bourgeoisie est assez vague. Il est souvent utilisé de manière péjorative par les marxistes pour désigner l'ancienne noblesse, mais il n'y a pas de limite clairement définie. Durant la Belle Époque, elle se définit à travers les critères suivants. Un capital économique, social et culturel élevé. Pour simplifier, ils sont riches, nés dans une famille qui l'est et cultivés. Ils sont très présents dans les secteurs en plein développement, à savoir l'industrie et les finances. Ils sont banquiers, capitaines d'industrie, propriétaires rentiers, médecins ou fonctionnaires, ce qui comptabilise environ 1 million de personnes. Grâce au développement économique et à la croissance, ils se sont grandement enrichis. Et c'est pour cela qu'une certaine expression venant des ouvriers ou des partisans de la sombre époque est souvent ressortie. La Belle Époque, oui, mais pas pour tout le monde. Et c'est une parfaite transition pour parler des ouvriers. Les ouvriers représentent une catégorie de personnes assez large. Ils sont 6 millions en 1911 et ils travaillent dans des conditions assez dures dans les mines ou dans les usines. Au 19e siècle et au début du 20e, les ouvriers vivaient dans la pauvreté. Leur salaire était très bas, entre 7 et 10 francs par jour, et les femmes gagnaient la moitié de celui-ci. La plupart souffraient de carences alimentaires. Leurs logements sont précaires. Les accidents de travail mortels sont fréquents et ils travaillent en moyenne 12 heures par jour, soit 72 heures par semaine. Cependant,
Avec le développement technologique et grâce à diverses réformes politiques, les conditions de travail s'améliorent légèrement au début du XXe siècle. Pour commencer, les lois Ferry de 1881 et 1882 rendent l'école obligatoire jusqu'à l'âge de 13 ans, limitant le travail des enfants. En 1898, les accidentés du travail sont indemnisés par l'entreprise, évitant à l'ouvrier accidenté de se retrouver sans revenu le temps de sa convalescence. Le repos hebdomadaire est réimposé en 1906, après avoir été abrogé en 1880. Un premier système de retraite ouvrière et paysanne par capitalisation est mis en place en 1910 à partir de 65 ans. Et enfin, une aide aux familles nombreuses est mise en place en 1913. Néanmoins, ces mesures sont insuffisantes, car la Belle Époque, c'est aussi l'âge d'or de la grève et du syndicalisme. La Confédération Générale du Travail est créée en 1895. Des centaines de grèves ont lieu chaque année. Entre 1906 et 1910, le nombre de grèves dépasse les 1000 par an. Ces grèves sont parfois lourdement réprimées. En 1907, par exemple, la grève des électriciens de Paris résulte en un affrontement avec les forces de l'ordre qui font 2 morts et 32 blessés. Mais les ouvriers n'ont pas le monopole de la grève et de la révolte. Le monde rural inclut les paysans et tous ceux qui vivent à la campagne, soit 17 millions de Français, à savoir la majorité de la population. C'est une catégorie qui inclut riches comme pauvres, à savoir les propriétaires rentiers et les paysans qui travaillent pour eux. C'est aussi la part de la population la plus attachée à ses traditions locales et qui est la plus religieuse. Dans certains villages de Corse ou de Bretagne, la plupart des habitants ne parlent même pas français, car à la campagne, il y a 2 langues, celle de l'école et celle de la maison. Ce qui leur vaut d'être mal vus par les citadins, qui les voient comme étant arriérés, cupides et sournois. Mais si je tenais à parler du monde rural, c'est pour une autre raison. C'est pour vous parler de la révolte des vignerons qui eut lieu en 1907. Cette protestation est organisée pour lutter contre la baisse du prix du vin qui ruine les viticulteurs du Midi. On compte près de 600 000 manifestants à Montpellier lors de son apogée. Mais le président du conseil, Georges Clemenceau, reste intransigeant. Il envoie l'armée mater la grève et 7 manifestants se font tuer. En voyant cela, les soldats du 17e régiment d'infanterie se joignent aux grévistes. Finalement, Clemenceau décide de réglementer sévèrement la vente du vin et institue un service de répression des fraudes, ce qui calme les ardeurs. Mais la révolte fut assez mal perçue par le reste de la population, ce qui alimente un racisme anti-méridional déjà présent et qui trouve son apogée durant la Première Guerre mondiale. Vous l'aurez compris, la Belle Époque est une période assez agitée. C'est pour cela que maintenant, on va voir d'autres aspects de cette époque, notamment sur la société, sa culture, notamment religieuse. Comment s'organise-t-elle ? Si on juge avec nos critères, elle est assez traditionnelle. Bien que ce soit autorisé, le divorce est très mal perçu. Également, si une femme perdait sa virginité avant le mariage, c'était très grave. Et si elle tombait enceinte, c'était le scandale. Mais sur certains aspects, la société française paraît décadente aux yeux des conservateurs de l'époque. Le nombre de divorces a été multiplié par 10 entre 1884 et 1913. Et les hommes se marient relativement tard par rapport aux standards de l'époque, notamment à cause du service militaire obligatoire. Un peu plus tôt, j'avais dit que la population stagnait. Mais pourquoi ? Eh bien car le taux de natalité a baissé, tout comme le taux de mortalité. Et c'est pour cela qu'il y a aussi peu de naissances. La mortalité infantile baisse, donc les gens font moins d'enfants, puisqu'ils sont sûrs d'atteindre l'âge adulte. Mais cette baisse n'est pas effective dans toute la France. Dans les régions les plus pauvres et les plus religieuses, les enfants sont plus nombreux, là où dans d'autres régions, ils sont plus rares. Tout cela est permis grâce au progrès de la médecine, qui sont mis à contribution de la population, que ce soit entre autres avec les campagnes contre l'alcoolisme, ou la mise en place de la vaccination obligatoire contre la variole en 1901. Ces mesures font que l'espérance de vie est passée de 40 ans en 1860 à 50 ans en 1908. À présent, parlons de la place de la religion dans la société. On l'a vu, en 1905, l'État et les églises sont séparés, ce qui est dans la continuité de la politique de la Troisième République, qui avait laïcisé les hôpitaux en 1881, interdit les prières publiques en 1884 et interdit aux religieux d'enseigner à partir de 1904. Ça, c'est pour l'État. Mais pour la population, était-ce pareil ?
Et bien même si la loi de 1905 a suscité beaucoup d'opposition, cela n'empêche pas la Belle Époque d'être une période de déclin pour le christianisme. La pratique baisse et certaines couches sociales se déchristianisent. Par exemple, à Limoges en 1914, un tiers des nouveau-nés n'étaient pas baptisés. Alors, comment expliquer cela? Pour commencer, par la politique de laïcisation du gouvernement. L'enseignement religieux est interdit. Les prêtres n'ont plus le droit d'enseigner et de nombreuses écoles congrégationnistes ferment. La tradition religieuse se perd chez les enfants. Mais c'est aussi le cas chez les parents. Les ouvriers, en quittant la campagne pour la ville, perdent la tradition en adhérant aux idées socialistes. Et puis de manière générale, les progrès de la science et de sa méthode mettent à mal l'Église et sa foi pour les textes sacrés. Mais ce déclin doit être nuancé. Même si elle perd de l'influence, l'Église catholique reste puissante, de nouvelles églises sont construites et les pèlerinages restent populaires. Néanmoins, il n'y avait pas que des catholiques en France à cette époque. On compte également plus de 500 000 protestants et 130 000 juifs. Pour finir, il faut prendre en compte le mouvement des libres penseurs, un mouvement déiste qui lutte contre le cléricalisme et l'influence des religions chrétiennes comme juives. La Belle Époque est un âge d'or pour le divertissement, et ce, dans plusieurs domaines. Tout d'abord, la littérature. La lecture est très prisée par les Français. Les maisons d'édition se multiplient. Depuis les lois Ferry sur l'école, la quasi-totalité de la population sait lire. De nombreux journaux sont créés et leurs prix baissent. Les romans sont tout aussi populaires, notamment ceux des auteurs du 19e siècle, comme Victor Hugo, Alexandre Dumas ou Émile Zola, ou des plus modernes, comme Marcel Prévost ou Charles Péguy. Cependant, il ne faut pas croire que la littérature est le seul divertissement existant, car la Belle Époque en voit l'émergence de nouveaux. Le premier en date, et l'un des plus importants, est le cinéma. Breveté par les frères Lumière en 1895, il devient très populaire dans les années qui suivent, notamment grâce à l'un de ses réalisateurs les plus connus, Georges Méliès, qui réalisa plus de 33 films, dont le plus célèbre, Le Voyage dans la Lune, en 1902. Néanmoins, le cinéma est vu à ses débuts comme une attraction de foire. La technique impressionne plus que le reste. Ce n'est que plus tard qu'un cinéma avec une intrigue et des acteurs se développe. Le deuxième divertissement qui apparaît sont les Jeux Olympiques modernes. Recréés en 1896 à Athènes, la deuxième édition est organisée à Paris en 1900 et voit pour la première fois les femmes y participer. Et bien évidemment, je ne pouvais pas parler de la Belle Époque sans évoquer l'exposition universelle de Paris en 1900. Celle-ci fut organisée pour servir de bilan pour les dernières inventions du 19e siècle. Elle a comptabilisé plus de 50 millions de visiteurs venus du monde entier. Et c'est à partir de cet événement que le cinéma devient un média d'information, puis un art, et puis une industrie. Ah, c'est sûr que de ce point de vue-là, le début du XXe siècle était vraiment une belle époque. Hélas, elle s'est brutalement terminée un beau jour d'été. Le 1er août 1914, l'ordre de mobilisation générale est lancé dans toute la France. Tous les hommes de 18 à 40 ans sont appelés à défendre la patrie contre l'Allemagne, qui vient d'envahir la Belgique et l'allié russe. La suite, on la connaît. 4 longues années de guerre. Les tranchées, la Marne, Verdun, les gueules cassées, les mutilés et les 1,4 million de morts. Toute une génération sacrifiée pour récupérer l'Alsace et la Moselle. Alors, au final, c'est quoi la Belle Époque? Pour faire simple, c'est un délire nostalgique de la population française après la Première Guerre mondiale. C'est pour cela qu'il est difficile de dater précisément le début de la Belle Époque, puisque ça se base surtout sur les souvenirs. Les plus anciens se rappellent davantage des années 1890 et les plus jeunes des années 1900. La France était à cette époque dans une position favorable, malgré ses faiblesses, et pour une partie de la population, c'était effectivement une belle époque, mais pas pour d'autres. Mais alors, c'était une belle époque au final? Ou une mauvaise époque? Eh bien, ni l'un, ni l'autre. Car des périodes de croissance économique, de développement des arts, et où les ouvriers et les paysans travaillaient dur, il y en avait déjà eu avant et après le début du XXe siècle. En réalité, si les Français trouvaient qu'il s'agissait d'une belle époque, c'est parce qu'avec la Première Guerre mondiale, la crise économique de 1929 et la Seconde Guerre mondiale, tout paraissait mieux avant 1914. En bref, si le début du XXe siècle paraissait mieux, c'est parce que c'était une période où il n'y avait ni guerre, ni crise, et où on pouvait juste profiter de la vie.